Peut-on être motivé par la peur? Peut-on stimuler par l'angoisse? Peut-on pousser quelqu'un ou quelques-uns à agir dans une direction donnée en leur faisant craindre le pire? Quelle bonne idée! Bien oui, évidemment. C'est ce que moi j'appelle la motivation cortisol. Et est-ce que cela fonctionne? Ah, mais oui, et ça peut même donner de très très bons résultats. La peur est une émotion, c'est-à-dire une réaction psychophysiologique brève et intense. Brève et intense, non, parce que moi je comptais aussi utiliser l'angoisse pour stimuler. Vous savez, dans le genre du tyran de Syracuse qui plaça une épée au-dessus de la tête de Damoclès, quelque chose qui peut vous tomber dessus à n'importe quel moment. Une peur persistante, lancinante, stressante, dont l'aboutissement dramatique ne tient qu'à un crin de cheval. Donc si vous voulez bien, on va parler de la peur au-delà de l'émotion brève et intense. On va parler de la peur comme un sentiment long et qui vous ronge de l'intérieur. L'anxiété par exemple, l'inquiétude, l'incertitude, l'appréhension, ça c'est bien ça. En tous les cas, comme pour la peur, l'anxiété crée du stress. Et face au stress, nous avons 3 réactions possibles. 3 réactions qui ont pour unique objectif de faire diminuer la pression du stress, de faire disparaître le sentiment de peur. Agir, fuir, subir. Fuir, c'est assez simple. Vous partez sans rien faire, vous tournez les talons et vous vous éloignez de la source du stress. Alors dans le cadre d'une entreprise, il est parfois difficile de quitter la pièce, de claquer la porte d'une réunion avec son N+1, mais poussé à bout, ça peut arriver. Démissionner par contre, c'est fuir d'une certaine manière, oui, mais ça demande d'agir, de faire une démarche supplémentaire. Et c'est là qu'on voit qu'agir peut prendre plusieurs formes. Soit agir pour s'éloigner définitivement de la source, démissionner par exemple, soit réaliser une action qui apaise la source, répondre à la demande du bourreau. Yes, master. Ça fonctionne. Soit carrément attaquer la source pour la détruire. Et là, si c'est vous la source, cette dernière solution ne va pas vous plaire. Et puis enfin, il reste la possibilité de subir. Subir, c'est accepter la peur tout en évitant qu'elle ne s'amplifie. C'est ne surtout rien faire qui puisse vous faire remarquer. C'est disparaître dans le décor, dans la foule. Et avec un peu de chance, peut-être que le tortionnaire vous oubliera. Nous verrons plus tard que c'est une excellente utilisation de la peur pour motiver, ou plutôt pour démotiver. Alors de quoi a-t-on peur? Bien de manière très générale, nous avons surtout peur de perdre. Soit de perdre notre intégrité physique, perdre la vie carrément, ou perdre un confort de vie, soit par une mauvaise santé ou par un manque d'argent. Mais ça peut aussi être perdre sa dignité. Cela touche directement à notre besoin d'appartenance, notre besoin de distinction vis-à-vis du groupe. En Asie, par exemple, perdre la face est la pire des choses qui soient. Et n'oubliez pas qu'en France, le dernier duel a eu lieu en 1967. La peur de perdre est aussi très connue en économie. Elle est représentée par un biais très célèbre, l'aversion à la perte. C'est le fait de toujours choisir une situation où la perte est moindre, même si l'autre situation promettait des gains bien plus importants. On remarque aussi qu'il y a beaucoup plus de monde dans les rues pour manifester contre la perte d'un avantage ou d'un droit que pour en réclamer des nouveaux. Et c'est d'ailleurs une excellente stratégie. Si vous voulez éviter qu'un groupe ne réclame plus de droits, faites-lui craindre la perte de tout ou partie de ses droits actuels. Les quelques personnes qui découvriront votre stratagème seront totalement impuissantes face à la masse de ceux qui s'indignent. Eh oui, indignez-vous, qu'il disait, ça fonctionne. Un autre biais est celui du piège des coûts irrécupérables. Alors dans ce cas, on va refuser de se séparer d'un bien inutile ou d'un actif totalement déprécié pour le simple fait que de nombreux investissements y ont déjà été consentis. En réalité, c'est une forme de perte de dignité, puisqu'en abandonnant un projet dans lequel on a cru, dans lequel on s'est investi, que l'on a défendu bec et ongle, nous risquons de passer pour irrationnels, pour instables, pour inconséquents. Et il n'est pas rare de voir des projets totalement obsolètes qui explosent encore les délais et les budgets, simplement parce que le directeur se refuse à abandonner les heures et les nombreux investissements déjà consentis. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer comment instiller la peur et l'anxiété au sein de vos équipes. Vous savez certainement quelle perte aura le plus d'impact. Un emploi, une reconnaissance, une prime, un poste ou un rôle tant espéré au sein de l'entreprise. Par contre, il y a 3 règles à respecter absolument si vous voulez utiliser la peur pour amener une ou plusieurs personnes à agir ou ne pas agir d'une certaine façon. Tout d'abord, vous devez vous assurer que l'action que vous attendez est parfaitement connue et comprise par votre équipe. Et oui, il ne faudrait pas qu'ils fassent n'importe quoi en espérant répondre à vos attentes.
Deuxièmement, vérifiez que cette action est la plus évidente, la plus accessible parmi toutes celles que votre équipe pourrait choisir pour atténuer ce sentiment de peur. Il n'y a rarement qu'une seule issue, il faut que celle que vous désirez paraisse la plus efficace et la plus rapide. 3. Si cela est possible, limitez fortement la taille de l'équipe visée. Et oui, plus il y a de monde, plus il y a une construction d'un esprit de corps qui pourrait s'opposer frontalement à une solution qui leur est défavorable. Divisez pour mieux régner, je ne vous apprends rien. Bon alors au final, qu'est-ce que ça rapporte d'utiliser la peur pour motiver ? En fait, la peur est un drive assez répandu lorsque l'on veut maîtriser les actes d'une personne ou d'un groupe. Cela va du « tu seras privé de sortie si tu ne réussis pas tes examens » jusqu'à une bombe atomique pour exiger la capitulation d'un pays. Et entre les deux, il y a les démonstrations de force lors de manifestations, il y a les grèves ou les craintes sur l'emploi, les risques de fermeture d'usines, les amendes, les contraventions. En réalité, la stimulation par la peur est déjà partout dans notre quotidien. Mais vous l'avez compris, son efficacité est limitée. Tout d'abord, elle est beaucoup moins efficace pour stimuler une action que pour l'inhiber. Les résultats pour une stimulation à agir seront en fait assez faibles en utilisant l'angoisse. Regardez par exemple l'efficacité sur des adolescents que vous voulez pousser à étudier. Ou encore lorsque vous voulez pousser des gens à rester confinés chez eux. Il devra y avoir une surenchère continuelle de la source du stress pour pousser un comportement particulier non naturel. En plus de cela, si vous êtes identifié comme source de cette anxiété, même en cas de réussite, vous perdrez toute la confiance de votre équipe. Cette confiance est indispensable à la réalisation de votre mission. Ce n'est pas pour rien qu'un directeur ou qu'un président a des managers et des ministres pour tenir ce rôle. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs armes. Oui, c'est vrai. Mais cela ne fonctionne plus lorsque la cible n'a plus rien à perdre. Excellente semaine à vous et continuez chaque jour de votre vie à stimuler le système.